Alors la Russie, une de ses particularités, outre le fait qu'il fasse très froid, c'est le fait que c'est un des premiers producteurs de gaz de la planète. Et c'est surtout l'un des principaux fournisseurs de l'Europe. Et la grosse entreprise qui gère ça, elle s'appelle Gazprom. C'est une société majoritairement détenue par l'État russe, mais qui a ses propres intérêts et sa propre façon de faire du lobbying. Elle arrive par exemple à employer d'anciens politiques européens, histoire d'assurer ses arrières. Elle possède des contrats importants avec Engie en France et fournit 100% du gaz à l'Autriche. Son autre grand client énergétique, c'est l'Allemagne, qui depuis son arrêt du nucléaire est encore plus dépendant du gaz pour sa production électrique. Histoire de s'assurer un soft power, Gazprom organise régulièrement en Europe des dîners de gala pour y rencontrer les grands oligarques du coin où se pointe de manière parfaitement imprévue Poutine pour enchaîner les photos. Et la grande majorité de ce gaz, ça passe par des pipelines, évidemment, qui traversent quel pays? L'Ukraine. Tu commences à voir venir les trucs? À l'Est, la Russie étend aussi son influence en signant de très gros contrats avec la Chine, dont la consommation de gaz explose. Des Russes qui ont construit des villes-usines et mobilisé 10 000 ouvriers pour construire une pipeline qui traverse la Sibérie pour rejoindre la Chine, créant à l'occasion la plus grande infrastructure de traitement de gaz au monde dans une région qui se nomme Amour. Ah, ça en sera presque politique, hein. Les deux géants renforcent leur coopération et deviennent peu à peu indépendants du dollar. Ils se détachent donc de l'hégémonie des États-Unis grâce à l'autonomie énergétique, un système bancaire parallèle, un fort tissu industriel, un impérialisme économique en Afrique et des ressources premières stratégiques. Un développement au point de s'affirmer comme un solide concurrent face aux États-Unis qui perd peu à peu ses parts de marché. Ce n'est donc pas très étonnant de voir les États-Unis pratiquer avec la Chine ce qu'on constate aujourd'hui avec la Russie. Une multiplication des manœuvres militaires et des accords qui menacent l'intégrité territoriale de la Chine, faute d'avoir pu imposer son hégémonie via ses sanctions et sa monnaie. Alors d'un côté, la Russie a de solides liens commerciaux avec l'Europe et elle renforce son alliance avec la Chine, ce qui fait que les deux là, c'est un véritable bloc concurrent et solide à l'hégémonie états-unienne. Et là-dessus, il faut rajouter une information qui est très importante. Le fait que les États-Unis ont développé le gaz et le pétrole de schiste à tel point qu'ils sont devenus producteurs nets de pétrole et de gaz. Ça veut dire qu'ils produisent plus de gaz qu'ils n'en consomment, ce qui veut dire aussi qu'il faut le refourguer à d'autres pays. Sauf que le gaz de schiste, c'est super polluant et en plus, c'est très cher à l'exploitation. Et il faut aussi l'envoyer sur des bateaux frigorifiés pour ensuite faire traverser l'Atlantique et que tout ça soit traité en France dans des ports aux infrastructures très complexes. Enfin bref, ça coûte bien plus cher que le gaz russe et ça peut pas donc s'imposer naturellement dans le libre marché européen. La question devient donc comment est-ce que, bon Dieu, les États-Unis vont réussir à refourguer leur gaz alors que le marché est saturé et que leur truc est beaucoup plus cher que les autres. Et c'est la grosse galère, surtout qu'à côté, les Russes, eux, ils sont pas cons. Sentant le loup arriver, avec Maiden, ils ont lancé la construction de Nord Stream 2, un gros tube qui va doubler le flux de gaz par les routes du Nord qui rejoint directement l'Allemagne. La construction du pipeline est aussi un désastre écologique, vu que ça a flingué la réserve de Kurgalski, regroupant une énorme biodiversité. Mais bon, on s'en fout des oiseaux et des phoques de la mer Baltique. L'important, c'est que même avec tous ces travaux, le gaz russe est toujours moins cher que le gaz de schiste états-unien. Et surtout, le Nord Stream 2, comme le nom l'indique, ça passe par le nord. C'est-à-dire, ça va directement de la Russie à l'Allemagne en traversant la mer Baltique, ce qui veut dire que c'est totalement indépendant des aléas politiques de l'Ukraine. Donc la Russie a posé ses pions, ils étaient en train de gagner la partie, et c'est à ce moment-là que les États-Unis ont décidé de sortir les crocs, mais de manière un peu douce pour commencer. Le Monde Diplo en parlait. Avant même la fin des travaux du Nord Stream 2, les États-Unis lancent des sanctions et des menaces totalement illégales, mais fortes. Si les travaux du Nord Stream 2 s'achèvent, ils priveront les entreprises concernées de tout le marché états-unien, ils interdiront les dirigeants de poser le pied aux États-Unis et les empêcheront d'utiliser le dollar. Normalement, c'est pas trop le genre de menace que tu es censé recevoir quand tu es censé être un pays allié. Mais c'est pourtant ce qu'ils ont fait, et c'est précisément ce genre de loi qui organise de fait un blocus sur l'île de Cuba, sur le Venezuela, sur l'Iran ou sur la bande de Gaza, et du coup c'est pas anodin, tu vois. Ils l'ont déjà fait avant, ils pourraient très bien le refaire maintenant. Sauf que les
les Allemands ne cèdent pas et le gazéoduc est terminé, mais point important, il n'est pas encore opérationnel. Les États-Unis ont perdu une bataille, mais pas la guerre, ils ne lâchent pas l'affaire, et ce qui ne va pas marcher avec la dissuasion financière, marchera peut-être avec la dissuasion militaire. Et ça va être l'occasion pour eux de faire une pierre deux coups. En pressant un conflit avec l'Ukraine et en obligeant les Européens à prendre position, les États-Unis vont pouvoir imposer des sanctions à la Russie qui auront comme conséquence de bloquer l'utilisation du Nord Stream 2. Et dans le même temps, en s'appropriant l'Ukraine, ils vont pouvoir multiplier les accords commerciaux pour favoriser le blé états-unien et bloquer l'autre grand axe du gaz pour réguler le trafic et ainsi imposer son gaz de schiste au marché européen. Et dans cette histoire, la Russie perd aussi un de ses principaux leviers par rapport à l'Europe, puisqu'ils ne peuvent pas menacer par exemple de fermer le gaz. Parce qu'au moment où ils le feront, tu vas avoir les États-Unis qui enverraient leurs bateaux pour combler le marché. Et là, ils se feront avoir. Et du coup, la seule chose que peut faire la Russie pour contrer ces attaques-là, c'est de montrer les gros bras, de rentrer dans un rapport de force en espérant que ça suffise pour relancer les accords diplomatiques. Sauf qu'en faisant les gros bras, en fait, tu nourris toute la propagande qui va justifier pour les pays, pour les médias, pour la population, le fait que des sanctions arrivent. Et du coup, la Russie n'a pas trop le choix que de rentrer dans le jeu des États-Unis. C'est l'Europe qui prend cher, mais pour eux, les États-Unis, c'est échec et mat. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que l'Europe accepte que des menaces de guerre soient faites sur son territoire. Tout ça pourquoi ? Pour que ce soit les États-Unis qui leur refilent du gaz beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient déjà avec les Russes. Du coup, on est genre doublement perdant, mais il n'y a aucun dirigeant qui mouffe, et notamment Macron. Bref, tous ces événements, comme de très nombreux conflits, sont liés en fait au pipeline. Tu as d'un côté la Russie et la Chine qui arrivent à imposer malgré tout leur gaz à l'Europe, et de l'autre côté les États-Unis qui veulent à tout prix revendre leur mer de gaz de schiste qui détruisent leur territoire. Et entre tout ça, c'est la stabilité de tout un continent qui est en jeu, et avec ça, les guerres et tout ce que ça comporte. Bref, pas sûr que ce soit nous qui sommes gagnants dans l'histoire.